Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de ce 20h. Des réquisitions de demandeurs, des plaidoiries de défendeurs et des coups de maillet sanctionnateurs. Voilà qui va reprendre dans les cours et tribunaux. Fini les vacances pour le corps de justice. C'est la rentrée judiciaire 2024-2025. Les échos de la reprise à la Criette et à la cour d'appel de Parakou, c'est en début d'édition. Au sommaire aussi de ce journal, le 19e sommet de la francophonie déroulé en France les 4 et 5 octobre dernier. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème autour duquel s'est tenu l'événement. Mais depuis sa création, comment l'organisation des forces vives de l'espace francophone évolue-t-elle? Réponse dans le dossier politique de ce jeudi. Et puis le Bénin poursuit sa marche avec le processus d'approbation simplifié. Le programme local englobe désormais 25 communes pour une adaptation réussie au changement climatique. Démarrons tout de suite avec cette estimation. Plus de 6000 coups de maillet, autant de dossiers examinés et vidés à la Criette depuis sa création. Le chiffre est pour les responsables judiciaires le témoignage des efforts d'accompagnement de l'État et il va sans doute s'accroître cette année. La rentrée judiciaire 2024-2025 a démarré. Hier, au siège de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'audience solennelle a connu un plaidoyer pour plus de moyens au service de la célérité dans la conduite des enquêtes et la livraison des décisions de justice. Alexis Segbemon, Arnaud Adadja. Plus que dans d'autres matières, le juge est moins la bouche de la loi considérée dans son abstraction que le témoin de son résidu technologique. Ces quelques mots témoignent de la volonté de ce défenseur des causes de voir la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme alléger ses sentences, quoique persuasives, au regard de la pénologie malgré la gravité des crimes. Du banc de la défense que je représente ici, je plaide pour sa tempérance dans l'administration des peines plutôt que ce sentiment de terreur qu'elle inspire aux citoyens. À en croire ce bâtonnier, la plupart des mises en cause sont des ignorants. En réponse, le président rappelle la mission de la Criette. La Cour travaille à l'amélioration aussi bien de l'homme que de la cité et rassure au fil des temps de l'assainissement financier, économique, moral et sécuritaire de la nation béninoise. Loin de semer plus de terreur dans les cœurs, le président met en garde. La Cour n'admet, et je voudrais bien peser mes expressions, aucune entrave, d'où qu'elle vienne et de qui elle vienne. Devant magistrats debout et assis, le garde des Sceaux et ministre de la Justice reconnaît les conditions difficiles de travail et fait des promesses. À l'instant même où je suis en train de prendre la parole, certains de vos collègues sont en formation à l'étranger sur les particularités du crime organisé. Un premier effort est fait en attendant l'installation effective de la Cour de répression des infractions économiques et terrorisme dans ces nouveaux locaux. Les espaces et le confort de travail sont également pris en compte. Au compte de la rentrée judiciaire 2024-2025 à la Criette, 3200 dossiers, dont ceux d'escroquerie via Internet et de terrorisme, tiennent la tête. Et à la cour d'appel de Parakou aussi, les portes s'ouvrent pour de nouvelles audiences en cette rentrée judiciaire 2024-2025 pour marquer l'effectivité de cette nouvelle saison. Une grande audience solennelle précédée de 2 jours d'échanges sur plusieurs thématiques. Le point avec Kola Wolebiaou. Le tribunal de première instance de Parakou a enregistré 2133 dossiers. Occasion solennelle de compte-rendu de travail abattu une année durant et d'annonce de perspectives pour l'année qui suit. La Cour d'appel de Parakou sacrifie à la tradition de la rentrée judiciaire 2024-2025. La rentrée judiciaire, c'est un rituel sacramentel. Il s'agit d'une audience solennelle, au cours de laquelle la compagnie judiciaire est invitée, tous les acteurs de la justice, y compris les justiciables, sont invités pour un compte rendu. Cette rentrée est placée sous le thème « Le système de l'intelligence artificielle et le service public de la justice, enjeux et perspectives ». D'une délinquance qui explose avec l'émergence de nouvelles incriminations, d'une abondance des conflits sociaux, tout ceci sous le joug du respect du délai raisonnable
l'importance de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur de la justice n'est plus à démontrer. Mais elle ne doit jamais se substituer à l'appréciation humaine. L'intelligence humaine étant, à notre sens, moins rapide, moins pratique, mais toujours de plus grande qualité que l'intelligence artificielle. Toutes les réflexions faites tendent à conclure que non. Quoique cette technologie, nous devons l'appréhender avec mesure et prudence. L'Union nationale des magistrats du Bénin rassure du professionnalisme de ses membres et sollicite juste un peu de moyens pour améliorer la qualité de leur travail. Nous sommes des hommes et femmes formés, compétents, et il nous faut nous donner des moyens. Au lendemain de cette cérémonie, les salles des audiences des cours et tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Parakou ouvrent de nouveau leurs portes. Le premier président demande aux justiciables de leur faire confiance. Et en cette nouvelle saison judiciaire, les enquêtes et instructions ne vont sans doute souffrir d'aucun retard pour vétusté d'engins. La République tchèque vient en appui aux forces de défense et de sécurité. C'est à travers un don de matériel roulant. Témoin de la cérémonie de remise officielle lundi en soirée à Cotonou, Benjamin Denayon et Alexandra Diotan. Ils font désormais partie du patrimoine de la police républicaine. 2 véhicules blindés Mamba. Ce don de la République tchèque est un symbole de la solidarité européenne envers le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Je suis convaincu que la don de la République tchèque à la République de Bénin peut apporter au moins une petite contribution au développement futur de Bénin. Ces véhicules, comme ça a été souligné, sont bien plus que des véhicules de transport. Ils vont permettre au personnel de la police républicaine de mener des missions dans des conditions de sécurité renforcées. Notre partenariat avec le Bénin dans ce domaine reflète une conviction profonde partagée. Seule la paix et la sécurité permettent l'avènement d'une société stable dans laquelle chacun peut vivre en sécurité. Ce modèle de véhicule allie qualité et efficacité. Il est conçu pour résister contre les explosions. Il offre une protection balistique d'appoint. Ces véhicules, par leur capacité opérationnelle exceptionnelle, vont considérablement renforcer les moyens d'action de la police républicaine. Ils nous permettront d'améliorer notre capacité de réaction face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur notre pays, notamment le terrorisme et le grand banditisme. Ce geste vient s'ajouter à la liste d'initiatives de l'Union européenne et de ses membres au bénéfice de la police républicaine. Il traduit l'engagement continu en faveur de la sécurité et de la stabilité. C'était une première en France depuis 33 ans. Le pays a accueilli du 4 au 5 octobre dernier le 19e sommet de la francophonie, une organisation née de la volonté de certains chefs d'État, notamment africains, au lendemain des indépendances, de promouvoir le rapprochement des peuples. Dans l'élément qui va suivre, William Aguiar nous rappelle le contexte de création de cette organisation et son évolution dans le temps, suivant plus tôt. Tout est parti d'une agence, l'Agence de coopération culturelle et technique, créée en mars 1970 à Niamey au Niger. À l'initiative, 4 hommes de culture, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Nigérien Amani Diori, Habib Bourguiba de la Tunisie et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Ils avaient pour ambition de faire de la langue française un instrument de promotion de la culture linguistique et du rapprochement des peuples. C'est l'ensemble des pays de l'Afrique indépendante qui voulaient se retrouver pour construire une organisation dans laquelle ils se retrouveront pour discuter ensemble de ce qu'ils peuvent faire pour construire le continent. Elle est dès le début une organisation décentrée qui, enfant de la décolonisation, a voulu revendiquer une langue que nous avons en partage. C'est pourquoi la langue française ne cesse de se constituer en francophonie aussi en ce
dotant de ses propres outils, en se structurant, en bâtissant un rayonnement qui lui est propre. S'unir pour construire ensemble le développement entre pays ayant en partage la langue française. L'objectif premier de cette organisation, au départ associative, qui a connu des mutations dans le temps. La première, l'une des plus importantes, est la tenue en 1986 du tout premier sommet des chefs d'État de l'organisation. C'est sous Mitterrand que l'on a accepté finalement l'idée des sommets, c'est-à-dire là où finalement ce sont les chefs d'État qui se retrouvent pour décider ensemble de ce que tous les pays peuvent faire. Sinon, au départ, c'était la réunion des ministres spécialisés. L'Agence de coopération culturelle et technique change de dénomination et devient Organisation internationale de la francophonie et ne regroupe plus essentiellement les pays ayant en partage la langue française. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine, elle est mondiale. Au-delà de la diversité culturelle et linguistique qu'elle promeut, la francophonie travaille à l'enracinement de la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Elle intervient dans tous les secteurs de développement avec une particularité, impacter directement les populations. Elle est financée par les cotisations de ses membres avec quelques grands contributeurs comme le Canada, la Belgique et la France. Les organismes publics à l'épreuve de la transformation digitale avec la 19e conférence des directeurs des systèmes d'information. Cette plateforme d'échange sur les projets et activités numériques au sein des services de l'État a eu lieu le 8 octobre dernier. Un rendez-vous périodique initié par l'Agence des systèmes d'information et du numérique avec la présence d'Ernest Tétégou et Alexandra Djodan. Une fois de plus aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre. C'est la 3e conférence des directeurs des systèmes d'information des institutions et structures étatiques au titre de l'année 2024. Elle porte sur le thème « Les organismes publics à l'épreuve de la transformation digitale ». Nous sommes dans une dynamique vraiment très ambitieuse, toujours dans cette volonté forte du chef de l'État et sous le leadership de la ministre du numérique et de la digitalisation pour faire réellement du Bénin cette fameuse plateforme que nous espérons tant et qui commence à se concrétiser. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes actif à chaque conférence de DSI, c'est probablement parce que chaque rencontre permet aux uns aux autres d'échanger, de découvrir les progrès effectués par les uns, de partager les difficultés également rencontrées par les autres et de sortir d'ici renforcées. Le système d'information du Centre hospitalier international de Calavi et la digitalisation de la protection sociale pour une efficacité plus accrue, ce sont entre autres sous-thématiques ayant retenu l'attention. Il faut reconnaître qu'autrefois, il y a des problèmes de consolidation des données, également les problèmes liés à l'octroi des services sociaux. Aujourd'hui, cette digitalisation nous permet quand même d'avoir une certaine traçabilité, d'avoir une efficacité dans l'offre de services. L'importance pour nous de participer à cette conférence, c'est déjà de venir partager en fait ce qui se passe en matière de transformation digitale et ce qui se dit par rapport aux différentes perspectives. Pour la continuité des activités, le point des besoins est fait au cours de cette conférence. Les méthodologies et techniques de communication scientifique vont-elles rester les mêmes en cette année académique? À l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey, l'heure est au changement et à l'amélioration. Au 2e colloque scientifique international, les participants s'activent pour définir de nouvelles stratégies de recherche en vue de renforcer les collaborations entre universitaires, industriels et acteurs de la valorisation de la recherche. Le détail avec Pierrette Adan-Yossi.
La recherche scientifique et les innovations technologiques pour un développement durable, c'est le thème de ce deuxième rendez-vous scientifique international. L'ambition est de faire de l'UNESTIM un pôle d'excellence en matière de production scientifique, d'innovation technologique et de valorisation des résultats de recherche. Notre ambition est de promouvoir une culture de la recherche et de l'innovation parmi nos enseignants, nos doctorants et nos étudiants mémorants. Il s'agit pour nous de stimuler davantage la production scientifique de qualité, de valoriser le savoir endogène, d'aller puiser dans nos tréfonds, dans nos villages, les ressources, les ramener au laboratoire, les expérimenter, retourner encore dans nos villages pour le partage et le retour sur expérience. Nous devons aussi stimuler davantage la propriété intellectuelle et promouvoir le label Made in Benin. Et donc, pour cela, il faut créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Cet écosystème qui doit s'appuyer sur 4 piliers. Il y a l'échelle laboratoire, il y a les Fab Labs, l'incubateur, et puis il y a le technoparc qui va permettre aux étudiants de développer leur talent. Parce que c'est ça, et c'est un plaidoyer que je fais, d'investir dans la jeunesse, créer des systèmes qui permettent aux jeunes d'avoir accès au financement. Pour moi, c'est vraiment cela l'avenir. Au menu de ce deuxième colloque qui réunit enseignants-chercheurs, étudiants et industriels du Bénin et de la sous-région, des ateliers de communication scientifique, des expositions de réalisation pratique et d'innovation technologique. Les travaux durent 4 jours. 77 communes du Bénin totalement résilientes au changement climatique. Voilà le rêve en cours de concrétisation avec à la manœuvre le processus d'approbation simplifié appelé local, un programme dont le Bénin est le premier pays au monde à recevoir le financement du Fonds vert pour le climat dans sa mise à l'échelle. À partir de cette année, 25 communes vont en être impactées. Le détail dans ce récit de Saint-Tiche-Quincon. Des pluies intenses, des inondations, de la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer. Voilà quelques risques climatiques qui ont toujours touché le Bénin. Depuis quelques années, l'ancien ministre de l'Urbanisme, Luc Nyakadia, jouait sa partition pour une résilience à travers un nouveau paradigme. Quand on a de l'inondation à Cotonou ou à Houéogbe, on n'a pas de l'inondation à Waké. Et quand on a de la sécheresse là-bas, on ne l'a pas ici. Donc faire en sorte que la résilience soit construite au niveau local, c'est seulement comme cela que nous pouvons devenir effectivement résilients. Le programme local est donc lancé en 2014 avec le soutien de l'UNCDF pour un déploiement dans 3 communes. Aujourd'hui, c'est à une extension que prennent part ces maires venus d'un peu partout du Bénin. Le programme passe à 25 communes bénéficiaires. C'est un montant de 10 millions de dollars. Il faut dire que le local est une forme de territorialisation de l'action climatique. Il s'agira de recueillir les besoins de ces communes, de les prioriser et de définir des mesures d'adaptation concrètes qui seront financées avec les ressources du local et qui seront mises à leur disposition. Je suis vraiment émue, contente. Les arbres, ça permet quand même qu'il n'y ait pas l'inondation. Les 25 communes retenues sont comprises dans les départements de l'Atakora, la Libori, la Donga et le Mono. Au total, 108 mesures d'adaptation au local vont y être financées pour plus de 2,5 millions de bénéficiaires. Le local n'est pas pour moi un projet. Le local est un catalyseur, est un levier pour, j'allais presque dire, un terme qui me plaît beaucoup, climatiser notre action sur le terrain. Et c'est toute notre action, tout notre budget, tous nos investissements, toute notre gouvernance qui doivent être totalement orientés pour construire la résilience dont nous avons besoin pour avoir le développement durable. Les maires ici présents sont engagés. Nous sommes prêts pour jouer notre partition afin que dans peu de temps, que les 77 communes du Bénin puissent bénéficier du projet local. Il faut attendre 6 ans pour voir les fruits de cet engagement.
Ce programme est le premier de l'entité nationale à avoir accès au Fonds vert pour le climat. Ils étaient longtemps attendus, les travaux de réhabilitation de la voie qui relie le carrefour Sika Toyota à l'Étoile Rouge. Ça y est, ils vont bientôt démarrer. L'annonce a été faite par le directeur de la société responsable des travaux. Plus de précisions avec Brice Deogracias Menaï. Lundi 14 octobre 2024, c'est la date retenue pour le démarrage des travaux de réhabilitation de l'As Étoile Carrefour Toyota. Selon un communiqué de la direction de la société maître d'ouvrage déléguée, le déroulement des travaux est prévu en 2 phases. La première prend en compte la section Carrefour Lavie Carrefour Étoile et la deuxième la section Carrefour Lavie Carrefour Toyota. La CIRAT SA maître d'ouvrage délégué assure que les dispositions sont prises pour le maintien du trafic. Des voies de contournement seront indiquées pour limiter les désagréments. Les usagers de ces voies sont donc invités à respecter les limitations de vitesse, les consignes de sécurité et à suivre les directives des forces de l'ordre. Voyons à présent cette journée organisée pour partager les bonnes initiatives qui peuvent contribuer à améliorer la santé du nouveau-né et éviter la mortalité néonatale. Cotonou a abrité la rencontre internationale initiée par une fondation italienne à mission caritative dans le domaine de la santé. Le point avec Brice Tibozo et Patrick Diassou. Les enfants perdus. Ici, ce sont les 6400 bébés décédés chaque jour en l'an 2021 dans le monde entier. C'est le rapport 2022 du groupe Interagence des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité infantile, UNIJME. Des statistiques plus massives qu'une massue. Massimo Salvatorio fait partie de ceux qui pensent au maximum salvateur à exécuter pour sauver, garder et sauvegarder les nourrissons, surtout africains. 90% de les morts là sont dues à des raisons qui sont évitables et la majorité des mortalités c'est ici en Afrique et en Asie. On pourra réduire la mortalité du nouveau-né et ça demande vraiment l'effort de tout le monde. Gouvernement, bailleurs de fonds, les acteurs privés comme la Fondation Kiesi. La Fondation Kiesi, organisation philanthropique, promeut l'accès aux soins de qualité pour des patients affectés, entre autres, par des maladies néonatales. Améliorer la santé des nouveau-nés par des partages de bonnes pratiques. C'est le but de la journée d'échange institutionnel. De l'Italie au Bénin, en passant par le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, le Sénégal et le Togo. Même le colonel surnommé Dr Chouko tire à boulet rouge sur les mauvaises pratiques et tire la sonnette d'alarme. Le meilleur chemin lorsque nous sommes sur la terre, c'est d'aller de nous-mêmes à nous-mêmes en passant par les autres. Si nous allons de nous-mêmes à nous-mêmes en passant par les autres, tout est possible. Cette rencontre d'échange institutionnel fait de Cotonou, en une journée, la capitale de la lutte contre la mortalité néonatale. Une sinistre précocité qu'on ne saurait aimer. Ouvrons à présent la page sport de cette édition. Elles sont désormais connues, les configurations des poules qui participent à la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est à l'issue d'un tirage au sort qui a réuni les acteurs du sport universitaire. Cette année, c'est la commune de Djougou qui accueille les compétitions. Les précisions avec Estelle Espérance Aurore Pazou. Comme l'équipe de la FLAC, Faculté des lettres, langues, arts et communication, toutes les autres en lice pour la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin connaissent leurs différentes poules. Ce tirage au sort est la dernière ligne droite avant les compétitions proprement dites. Ça a démarré par ce que nous appelons la phase de zone. Et cette phase de zone, nous l'avons lancée au mois d'août pour sélectionner les équipes qui doivent participer à la phase finale. Nous avons établi 5 zones au niveau du Bénin. Les entités universitaires vont s'affronter en 5 disciplines, le football, le basketball, le volleyball, le handball et l'athlétisme. C'est la commune de Djougou qui accueille les équipes. D'abord, Djougou a une vie sportive et ça honore encore Djougou pour montrer qu'effectivement, Djougou peut accueillir les Jeux pour renforcer
ce qui s'est fait déjà. Sans surprise, la configuration des poules donne l'occasion à certaines équipes de se rencontrer pour la première fois et à d'autres celle de la revanche. Moi, je suis dans une poule vraiment osée. On se connaît déjà avec ESAE de Cotonou. On a eu à jouer ensemble la finale qui s'est soldée par des tirs au but. On se revoit encore à Djougou pour compétir, que le meilleur gagne. Les compétitions se déroulent du 9 au 14 novembre 2024. À terme, les meilleures équipes sont attendues aux Universiades en 2026. Et les Guépards sont à 24 heures de leur match aller face aux Amavubi du Rwanda au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Vous le savez sans doute, ils sont réunis déjà dans la capitale ivoirienne, mais vous allez le voir, ils bénéficient de soutien de tout genre avec dans l'ombre la mobilisation des supporters par le consulat du Bénin à Abidjan. Suivez le reportage de nos envoyés Bruno Swali et Ramatou Lawani. La veille d'armes dans les rangs des Guépards du Bénin aborde sa phase la plus active avec une dernière séance d'entraînement avant la répétition générale de veille de match en prélude à Bénin-Rwanda. Cette fois-ci, Gernot Rohr retrouve le grand ensemble de ses convoqués à l'exception de Tossian Yegun, blessé et forfait pour la double confrontation face au Rwanda. Cette séance d'entraînement destinée à peaufiner le système mis en place par le technicien franco-allemand pour vendredi prochain a le mérite d'attirer du beau monde, expression d'une union sacrée autour de l'équipe. Je suis ici à Abidjan pour apporter mon soutien aux Guépards parce qu'à chaque fois que je suis en compétition, ils m'ont toujours soutenu et cette fois-ci c'est mon devoir de le faire et j'incite aussi tous les Béninois à s'unir dans la prière pour qu'on puisse ramener cette victoire le vendredi prochain. Et le foot, c'est notre truc aussi, donc on se doit de les soutenir comme dans les autres sports aussi. Seule l'union fait la force et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et nous allons tous croiser les doigts pour qu'on puisse ramener cette victoire à la maison. Ils sont prêts, on va juste prier pour que la chance les accompagne. Les Guépards du Bénin préparent avec beaucoup d'ardeur leur match face aux Amavubi du Rwanda. Le consulat du Bénin près la Côte d'Ivoire de son côté met le paquet pour sonner une mobilisation du public à la hauteur de l'enjeu du match. La mobilisation est maximale. Et je vais d'abord dire que c'est un plaisir renouvelé donc de recevoir nos guerriers à quelques heures de ce match important. Donc on essaie donc de mobiliser au maximum la communauté pour venir massivement les soutenir. On va essayer donc de mettre en place des points de ralliement dans les différentes zones, dans la périphérie d'Abidjan, à Yaman, à Bobo, Port-Boué, en fait tous les quartiers périphériques, et puis donc essayer donc de mobiliser au maximum pour qu'ils puissent se rendre massivement pour venir comme un seul homme soutenir l'équipe. Le soutien au 11 national est donc une garantie à Abidjan, ville adoptive des Guépards du Bénin, qui y jouent comme s'ils étaient à domicile. Bénin-Rwanda de ce vendredi ne dérogera pas à cette règle. En ma possession, nous avons 6 000 tickets disponibles. 6 000 tickets disponibles, donc on va commencer à dispatcher d'un instant à l'autre. C'est comme d'habitude, d'être là comme un seul homme et pousser nos Guépards à la victoire. Et Abidjan, c'est nous. Par la grâce de Dieu, la victoire sera nous. Tous les matchs qui vont ici seront gagnés par les Guépards. La préparation rwandaise est aussi effective. Les Amavubi du Rwanda sont à Abidjan. Ils effectuent des séances d'entraînement à l'école de police et au lycée moderne de Cocody. Et on dit, allez-y les Guépards, tout le monde vous accompagne. Ainsi se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.